Bonjour Rosane Le Saint. Bonjour. Donc vous êtes autrice de Chantage sur ordonnance, comment les labos vident les caisses de la sécurité sociale, qui est un ouvrage sorti en 2023, pas 2022, qui revient sur les liens un peu entre labos et État, mais surtout en fait comment les laboratoires facturent ou surfacturent à l'État, combien coûtent les médicaments, toute l'opacité autour de la recherche, de la vente, etc. Je fais sans doute un résumé un peu trop rapide des choses. On vous auditionne aujourd'hui parce qu'on est en train de rédiger une proposition de loi sur le pôle public du médicament. Donc je suis avec Salomé Clément Houns qui travaille pour différents députés du groupe parlementaire La France Insoumise. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir donc quelques éléments de réponse sur comment on pourrait faire pour soit produire localement nos médicaments, comment mettre plus de transparence dans la production des médicaments par les labos. Peut-être je vais vous laisser très rapidement, peut-être nous expliquer un peu ce que vous avez découvert dans cette enquête, mais j'imagine que vous le saviez un peu avant. Peut-être la question, pour commencer, c'est qu'on a eu le Covid, qui en fait est, par exemple, sur l'hôpital, le Covid a été vécu certes comme une souffrance, mais aussi comme une opportunité à un moment donné, un espoir de voir les choses changer, d'avoir un moment où l'hôpital pouvait être un peu plus à l'écoute de ses soignants et de ses patients. Finalement, on a vite été rattrapé par la réalité et par Olivier Véran. Sur l'industrie pharmaceutique, quand je lis votre ouvrage, on a un peu ce sentiment-là, c'est que le Covid aurait aussi pu être un moment où on aurait pu mettre au pas, ce serait un peu peut-être grossier l'industrie pharmaceutique, mais en tout cas, la faire davantage contribuer pour le bien commun. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, quel constat vous faites donc de la place de l'industrie pharmaceutique dans la société? Comment s'organisent les négociations sur les médicaments? Et est-ce que de la manière dont c'est fait aujourd'hui, est-ce que tout cela est viable? En bref, quel est le constat un peu de votre enquête? En fait, le Covid-19 pour moi était un tournant, mais dans le sens où l'industrie pharmaceutique était déjà très puissante, elle est devenue surpuissante, tellement on n'a jamais eu autant besoin d'un produit issu de ces chaînes finalement, le vaccin contre le Covid-19. Et à tel point qu'on était dans l'urgence, que les négociations ont été faites très rapidement, que les PDG de labos comme celui de Sanofi notamment ont créé une sorte de chantage à la pénurie en disant qu'on ne pourrait pas beaucoup produire de doses et que pour avoir les premières doses il allait falloir payer, passer des contrats très vite. Donc les États étaient tellement sous pression qu'ils ont accepté sans condition tout ce que demandait l'industrie pharmaceutique. Moi c'est ce que j'ai remarqué. Et j'ai aussi remarqué que les traitements étaient déjà vendus hors de prix avant le Covid-19, mais que c'est encore pire depuis. On avait déjà le Zolgensma, donc ce traitement le plus cher de France, vendu par Novartis à 2 millions d'euros la dose avant le Covid-19. Et puis là, aux États-Unis, en fin d'année dernière, en fin d'année 2022, il y a un traitement qui a été vendu 3,4 millions de dollars aux États-Unis. Il n'est pas encore accessible en France, mais ça laisse augurer une inflation que rien ne semble pouvoir arrêter sans décision politique, quoi. Mais alors, du coup, sur les prix des médicaments, sur le Zolgensma ou sur le médicament aux États-Unis, c'est vrai que là en ce moment, pour entrer dans le vif, on est sur un sujet de pénurie, et souvent les industriels vont nous dire que c'est notamment du fait parce que les médicaments sont pas achetés assez cher. C'est quand même quelque chose qui revient énormément. Il y a eu le sommet de Choose France il y a pas si longtemps où en fait dans tous les tweets qu'on a pu voir de nos ministres de la santé ou délégués à la santé ou de l'industrie nous dire que effectivement il y avait la question des prix pour l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique ces pénuries et est-ce que c'est justement du fait de prix trop peu élevés? Mais en même temps, quand ça monte à 2 millions d'euros le médicament, j'imagine que c'est compliqué d'aller au-delà. Effectivement, c'est souvent le prix trop bas qui est invoqué par l'industrie pharmaceutique parce que ce sont souvent les vieux médicaments qui sont en pénurie. Les vieux médicaments, ce sont ceux qui sont plus sous brevet, donc on peut copier, génériquer ou rendre en biosimilaire. Ce sont des versions moins chères des mêmes médicaments. Et donc, c'est le cycle classique du médicament depuis que les brevets sont imposés sur ces produits-là. Donc, pendant 20 ans, il y a des gros profits et puis après, ça diminue un peu parce que la concurrence arrive. C'est le cycle classique auquel est habituée l'industrie pharmaceutique et est complètement capable de s'en adapter. On a beaucoup parlé du manque d'amoxicilline pendant l'hiver. L'amoxicilline, les Suisses en ont manqué aussi, alors qu'elle est vendue beaucoup plus cher qu'en France. C'est pas uniquement une question de prix, et c'est vraiment le message qui est systématiquement martelé par l'industrie pharmaceutique et dont il faut s'écarter. J'ai l'impression qu'il est facilement gobé, entre guillemets, cet argument, parce que c'est compliqué de s'y retrouver dans l'économie du médicament et qu'on a du mal à y voir plus clair. Avant le Covid-19, on n'était pas au courant, citoyen lambda, que les premières étapes de fabrication des médicaments avaient lieu essentiellement en Asie,
quand évidemment la Chine a fermé ses frontières, que l'Inde, par peur de ne pas avoir assez de paracétamol pour sa population, a suspendu les exportations des principes actifs, donc le moteur des médicaments, en printemps 2020. Là, on a commencé à avoir peur, à se rendre compte que le médicament pouvait même devenir une arme diplomatique. Le fait que la plupart des premières étapes de fabrication du médicament, on s'en approvisionne en Inde, en Chine, aux États-Unis, des États qui sont particulièrement durs sur le souverainisme, le nationalisme sanitaire, c'est quelque chose qui a à craindre. En réalité, la responsabilité de l'industrie pharmaceutique est cachée, puisqu'il y a 30 ans, elle et l'industrie chimique ont décidé d'exporter la production de ces premières étapes de fabrication du médicament pour que ça coûte moins cher, d'une part parce que le coût de la main-d'œuvre est moins élevé, et puis d'autre part parce que ça pollue ces étapes-là, et donc ça coûte beaucoup plus cher de produire en polluant moins avec les normes environnementales qui seraient imposées en Europe. C'est une des principales causes. L'autre cause, c'est que le marché s'est extrêmement concentré avec la financiarisation qui a eu lieu également, ce qui fait qu'on va être dépendant parfois d'une seule et même usine pour produire tous les médicaments qui contiennent telle molécule. C'est le souci qu'on a en ce moment avec les pénuries de pilules abortives. La production du principe actif se fait en Europe, mais par une seule usine. Il y a eu un souci dans cette usine et ça met à mal tout l'approvisionnement de ce médicament qui, par définition, a besoin d'être pris dans l'urgence et dont on ne peut pas manquer même pour quelques jours, quoi. Donc ça, ce sont les raisons principales des pénuries de médicaments. Et puis l'autre cause qui est souvent invoquée par l'industrie pharmaceutique, c'est l'augmentation forte de la demande. C'est vrai, mais c'est toujours vrai. On savait qu'en enlevant les masques, on allait avoir besoin de plus de médicaments type paracétamol et puis amoxicilline. On manquait d'amoxicilline avant le Covid, on en a manqué pendant, on en manque après. Cette molécule-là, c'est un souci, en particulier parce que elle est considérée comme moins rentable parce que vendue un petit peu moins cher que d'autres médicaments. Voilà, ça, ce sont les principales causes des pénuries de médicaments. Alors du coup, comment on peut se prémunir de ces principales causes ? Moi, ce qui me semble important, c'est d'avoir davantage de transparence sur, d'une part, les sources d'approvisionnement. On se rend compte que quand il n'y a qu'une seule source d'approvisionnement, c'est très problématique. Donc il faut essayer d'en savoir un petit peu plus sur est-ce qu'il y a un multi-sourcing et dans quel pays. Et puis, il faut, selon moi, ne pas céder à ce chantage de l'augmentation des prix qui est demandé pour qu'il y ait moins de pénurie de médicaments. C'est ce qui est demandé depuis une dizaine d'années et ça fonctionne pas. Les pénuries augmentent. Donc, selon moi, il faut pas aller vers là. Et puis, il faudrait en savoir un petit peu plus sur les coûts de production. Parce que quand les laboratoires disent que c'est pas rentable de produire ces médicaments, on est bien obligé de les croire, mais on n'a aucune donnée dessus. Donc ça me semble intéressant. Et puis, ce que l'industrie pharmaceutique a réussi à obtenir après le Covid-19, c'est même si elle est responsable de la délocalisation des premières étapes de fabrication des médicaments, elle réussit à obtenir, avec toutes les économies qu'elle a réalisées pendant ces années, des aides à la relocalisation. Ces aides, semble-t-il, sont distribuées à l'aveugle, sans demander de compte, sans condition, et ça, c'est de l'argent public qui est dilapidé un petit peu trop facilement. Ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que finalement l'argent existe, simplement il est peut-être dévié de ses fonctions principales, donc favoriser au maximum possible la santé des citoyens et des citoyennes. Et donc ce qui pourrait être fait selon moi, c'est peut-être quand les entreprises pharmaceutiques disent que c'est pas rentable de produire les médicaments, c'est ce que dit aussi l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, soit, mais dans ces cas-là, il faut prendre le relais. Des laboratoires des pharmacies hospitalières sont complètement capables de fabriquer des médicaments, simplement c'est très peu développé en France. En Hollande, ils en ont l'habitude puisque c'est un plus petit pays qui pèse moins fort dans les négociations face à l'industrie pharmaceutique et qui parfois s'est retrouvée perdante. Alors même sur des médicaments brevetés, des hôpitaux hollandais se sont mis à produire des médicaments qui étaient vendus trop cher et donc ils réussissent à pallier ces exigences trop fortes de l'industrie pharmaceutique par ce biais-là. Et puis l'autre solution qui serait envisageable, effectivement, c'est le pôle public du médicament.
qui serait envisagée à l'échelle européenne. On peut évidemment pas être autonome pour la production de tous les médicaments et il faut, selon moi, le penser vraiment du début de la chaîne de production, donc au niveau de l'industrie chimique, on va prendre même le côté pharmaceutique pour ne pas être trop dépendant des pays très éloignés pour la production de ces étapes nécessaires. Mais sur le pôle public du médicament, du coup, vous l'envisageriez comment? Parce qu'en fait, nous, quand on a fait la proposition de loi, donc on est plusieurs dessus, c'est surtout parce que moi, j'avais l'impression qu'on entendait tout le temps parler du pôle public du médicament à chaque fois à gauche, dès qu'on parle de la santé, mais j'arrivais pas à voir très concrètement à quoi il pouvait ressembler. Alors, nous, on avait déjà écrit une proposition de loi, je crois, avec Caroline Fiat, sur le sujet. Mais vous l'imagineriez comment? Vous dites que justement, il faudrait que ce soit pensé à l'échelle européenne. Et en même temps, nous, du coup, à l'Assemblée, le premier pas qu'on peut mettre, c'est à l'échelle nationale. Donc, comment vous imaginez un petit peu les choses sur ce pôle public? Ouais, comment il serait géré? Je pense qu'il a inventé, mais en tout cas, je pense qu'il faut peut-être pas se fermer des portes non plus. Il y a ce qui se passe aux États-Unis avec Civica, donc ce sont des hôpitaux qui se sont rendus compte qu'il manquait toujours des mêmes molécules. Que c'était en face les mêmes arguments de l'industrie pharmaceutique, que c'était pas suffisamment rentable de les produire. Eux, ils ont fait des partenariats avec les laboratoires pour produire eux-mêmes les molécules manquantes. Donc c'est pas un système qui est indépendant de l'industrie pharmaceutique, mais pourquoi pas. Je pense notamment au BCG Medac, le médicament contre le cancer de la vessie. C'est un laboratoire allemand qui le produit. Pourquoi pas ne... Enfin, lui, il est désolé de ne pas pouvoir produire autant que Sanofi le faisait avant qu'il abandonne cette molécule, mais il ne peut pas faire plus que ses propres capacités. Alors pourquoi pas envisager des partenariats avec peut-être des laboratoires parfois plus petits qui n'ont pas la capacité suffisante et qui aimeraient produire plus, mais ne le peuvent pas forcément. Voilà, je sais pas, je pense que c'est un modèle à inventer, mais qu'il ne faut pas forcément opposer industrie pharmaceutique et production de médicaments manquant, simplement que l'État intervienne quand il faut, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'accès, soit parce que les prix sont trop élevés, soit parce qu'il n'y a pas assez de production. Ok. Justement sur les pays dans lesquels il y a des labos qui produisent des médicaments, donc c'est vrai qu'il y a le Brésil aussi, qui a à peu près ce qui ressemble un peu de loin à un pôle public du médicament. Est-ce que ça, vous l'avez un petit peu étudié sur ces exemples brésiliens? Il y a l'exemple indien, il n'y a pas de pôle public, mais il y a une stratégie très agressive sur les brevets, je crois. Israël aussi l'a fait, enfin d'autres pays. Comment ça se fait que eux ils arrivent alors du coup, comment ça marche un peu chez eux? Comment ça se fait que eux ils arrivent à le faire et que nous on n'arrive pas à le faire? Les modèles que je connais le mieux, c'est l'Inde et l'Afrique du Sud. Donc en fait, l'Inde est entrée dans l'OMC et a obtenu en 1995 d'avoir une dérogation à l'application du droit de la propriété intellectuelle pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils n'ont pas chômé, ils sont devenus vraiment les experts en copie de médicaments, c'est devenu les rois des génériques, et les principaux fournisseurs des pays en voie de développement. Parce que quand il y a eu même une autre pandémie, celle du VIH, les pays moins développés et moins riches se sont retrouvés avec pas de possibilité de s'approvisionner dans ces médicaments vitaux pour lutter contre le virus, et donc heureusement que l'Inde était là pour produire en masse pour ces pays. Du coup, pendant 10 ans, ils ont aussi formé des scientifiques du monde entier, notamment des Sud-Africains, qui eux aussi sont devenus assez forts en production de génériques. Il y a l'entreprise Aspen qui est devenue un des leaders mondiaux du secteur. En gros, c'est pas si compliqué que ça de produire et de reproduire des médicaments. Les capacités pharmaceutiques existent partout dans le monde. Et elles existent aussi en France. Simplement, il faut savoir à quel but et à combien. L'exemple brésilien, je le connais un petit peu moins, mais je sais qu'effectivement, c'est ce qui se rapprocherait le plus du pôle public du médicament, dans le sens où ce sont des laboratoires publics, même au niveau de la recherche, qui sont les piliers de la production de ces médicaments. Mais sur la question là, de l'Inde alors déjà l'Inde et l'Afrique du Sud, c'est aussi les deux pays qui ont demandé la levée des brevets sur les vaccins Covid, il me semble, à l'OMC d'ailleurs. OMC c'est important parce que du coup c'est quand même, enfin pour les gens en général, moi ça m'avait surpris à l'époque quand je bossais donc avec François Ruffin, où j'arrêtais pas de corriger par OMS, et en fait c'est lui qui m'a dit non, c'est pas OMS, c'est OMC. Du coup c'est les accords du commerce, c'est les accords du GATT, c'est ça, je sais plus. Mais il y a quand même ce qu'on va nous rétorquer, c'est de dire oui, mais du coup, parce que là, ils lèvent les brevets, pour une partie, mais si on lève les brevets, en fait, il n'y aura plus de recherche. Pourquoi ça deviendra intéressant de faire de la recherche si à la fin, on peut plus... Enfin, c'est quand même un dogme qui revient souvent de dire
si on lève les brevets, on va baisser l'attractivité de la recherche et en fait, il n'y aura plus de médicaments in fine. Ça, quelle réponse vous avez à ça? En tout cas, pour ce qui nous concerne sur les pénuries, dans tous les cas, il s'agit des médicaments anciens. Donc, il n'y a plus de brevets et c'est ceux-là qui manquent. Donc, l'argent a déjà été rentabilisé pendant la période des 20 ans sous lesquels l'entreprise productrice avait le monopole. Là, vraiment, c'est sur l'augmentation des capacités de production. Là, je reviens d'Inde. Ils sont catastrophés par le fait qu'effectivement, l'Inde et l'Afrique du Sud n'aient pas obtenu tôt la possibilité de produire des vaccins. Ils m'ont expliqué comment ça se passait pendant le Covid, tous les proches qu'ils ont perdus, alors qu'ils ont une industrie massive pour pouvoir produire ces vaccins qui auraient pu être distribués bien plus tôt et éviter l'arrivée de plusieurs variants bien plus transmissibles, quoi. Et peut-être que ça pose aussi la question quand on parle du fait, on dit souvent que les brevets, ceux qui disent en tout cas que les brevets pourraient stopper, si on levait les brevets, on stopperait la recherche. En fait, il y a aussi un autre point que vous mettez en exergue dans votre livre, c'est que la recherche, finalement, elle est, à la base, elle n'est pas très très connectée avec la volonté de profit des entreprises. Et que c'est souvent de la recherche publique qui produit, qui permet en tout cas de produire des médicaments. Voilà, l'exemple le plus parlant, c'est donc celui du médicament le plus cher de France, le Zolgensma, qui à la base a été inventé par le Généton, un laboratoire qui est alimenté par les fonds publics et puis par les dons pendant le Téléthon des personnes privées. Ce laboratoire invente une super molécule, sauf qu'il n'a pas la capacité de monter en puissance. Une start-up rachète, lui verse quelques royalties, mais pas très intéressantes par rapport aux profits qui sont maintenant réalisés par Novartis, qui est arrivé en fin de course pour racheter la start-up en n'ayant pas tous les frais de recherche à faire. Il y a un phénomène de sous-traitance en fait de la recherche. Donc, quand les laboratoires exigent que la politique des brevets perdure sans aucune exception, le minimum, c'est de leur demander des comptes sur ce qui leur est donné pour les aider à la recherche aussi, parce qu'il y a aussi tous ces fonds, donc le crédit impôt recherche notamment, qui sont attribués sans qu'il y ait de la traçabilité. Je ne sais pas si vous avez auditionné l'Observatoire de la transparence, les politiques du médicament. Ils ont dû vous parler du coup de ce qu'ils ont réussi à obtenir, un premier pas déjà vers la transparence, sauf que ce décret du 15 octobre 2021, il comprend pas le crédit impôt recherche. Donc l'industrie pharmaceutique est censée déclarer toutes les aides publiques qu'elle reçoit au niveau du médicament, mais ça n'inclut pas donc ce crédit impôt recherche qui équivaut à peu près à 600 millions d'euros selon Médecins du Monde, qui poussait aussi pour qu'il y ait davantage de transparence. Et puis il y a que la moitié des laboratoires qui ont déclaré ce qu'ils ont obtenu au CEPS, le comité qui négocie les prix entre donc pour le compte de l'État. Le CEPS n'a pas les moyens de vérifier les déclarations ni de les contrôler. Et pour ça, il faut une loi. Ils ont pas les moyens législatifs de le faire. Donc soit il faut leur en donner les moyens législatifs et en termes d'équivalent temps plein, soit il faut un contrôle externe, parce que sinon on arrive à des déclarations complètement ridicules comme il y a eu cette année. Sanofi n'a pas déclaré avoir perçu d'aide, par exemple. AstraZeneca a déclaré avoir perçu 907 €. Voilà. D'accord. C'est qu'il devait prendre un service civique peut-être, quelque chose comme ça. Parce que du coup, effectivement, sur ces aides, donc c'est l'enjeu que finalement on paye nos médicaments en bout de course par moment quand il y a un reste à charge. On le paye par nos cotisations de sécurité sociale, et du coup on les paye aussi par nos impôts dans la recherche. Et en fait, des fois dans votre livre, vous expliquez même qu'on les paye quand il y a de la relocalisation en fait. Et ça me fait un peu basculer sur les stratégies de relocalisation. On en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, quelles sont-elles? Parce qu'il y a quand même de l'argent qui est donné aux entreprises. En même temps, on n'a pas l'impression que ça relocalise beaucoup. Qu'est-ce qui existe dans le pays? Qu'est-ce qui est fait actuellement? Qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux pour relocaliser justement? Effectivement, juste après le Covid-19, il y a eu beaucoup d'aides à la relocalisation qui ont été octroyées. On a un peu le sentiment que des chèques de 800 000 € ont été donnés vraiment à l'aveugle, sans contrepartie. Les victimes du Mediator et Irène Frachon, la lanceuse d'alerte du scandale de cette antidiabétique déguisée en coup de vin, se sont émus que Servier, le laboratoire producteur, reçoit 800 000 € pour relocaliser une molécule. Comme c'était entre les deux tours, je crois, de l'élection présidentielle, ils ont réussi à ce que cette subvention soit finalement supprimée. Mais j'ai aussi l'exemple de Novartis qui a reçu 800 000 € pour relocaliser
pour produire une molécule, un médicament très très particulier. Et pour ça, il a racheté un centre, un laboratoire qui appartenait à l'État, puisque c'était via le LFB. C'est un modèle qui est intéressant dans le sens où c'est un des seuls qui est public et qui produit des produits de santé qui sont effectivement difficiles à produire et considérés comme insuffisamment rentables pour que l'industrie pharmaceutique s'en charge. Donc c'est un modèle peut-être dont il faudrait s'inspirer aussi pour le public du médicament. Toujours est-il que Novartis rachète l'outil de travail du LFB, reçoit 800 000 € et 1 an et demi plus tard suspend la production dans ce site-là. Parce que ils n'ont pas réussi à obtenir au niveau des essais cliniques des résultats suffisamment intéressants et du coup se retrouvaient en deuxième ligne des préconisations des autorités sanitaires. Donc leurs concurrents réussissaient à vendre un produit pour soigner la maladie qui était préconisé en premier et eux étaient seulement en deuxième. Donc ça devenait moins rentable. Ils ont décidé de fermer ce site et de concentrer la production, il me semble en Suisse, en tout cas dans un autre site européen. En tout cas, moi, pour avoir enquêté pour Mediapart sur ce sujet, à la base, j'enquêtais également sur le plan de sauvegarde de l'emploi que Novartis est en train de réaliser en France. Il y a un quart des effectifs français qui sont concernés. Novartis, pour information, je fais le palmarès des laboratoires qui puisent le plus d'argent à la sécurité sociale dans le livre. C'est le laboratoire qui en profite le plus. Et donc, moi, j'ai interrogé Novartis sur attendez, vous avez reçu 800 000 € de la part de l'État pour produire sur ce site. 1 an et demi plus tard, vous le fermez. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai interviewé Bercy, j'ai interrogé Novartis. J'ai demandé à Bercy quelles étaient les conditions, s'il y avait un temps limite à respecter. Bercy m'a répondu que non, il n'y avait pas de conditions précises. Et Novartis s'est engagé auprès de moi à rembourser ce chèque de 800 000 €. Je ne sais pas si j'avais pas posé la question, si ce chèque aurait été remboursé et s'il va l'être en réalité. Donc vous êtes la seule qui a réussi à poser des conditions à Novartis, quoi. En tout cas, ce que je sais par rapport à la réponse que j'ai eue de la part du ministère de l'économie, c'est que il n'y avait pas de conditions précises en termes de temps de prévu. Et donc aujourd'hui, comment vous jugez donc les stratégies de relocalisation? Parce que du coup, c'est quoi? C'est du saupoudrage sur des labos. Est-ce qu'il y a au moins des orientations sur quel type de médicaments par exemple, quand on pose la question à des ministres sur les relocalisations, on nous dit le paracétamol, par exemple, en Isère. Mais donc il y a quand même quelques qui pourraient être un assez bon exemple. Mais est-ce qu'il y a quand même des stratégies faites par le gouvernement de je sais pas moi, on va pas tout relocaliser, mais est-ce que aujourd'hui vous le sentez au ministère de la Santé ou chez les industriels, je sais pas, une partie des 400 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui pourraient être relocalisés? Enfin, est-ce qu'il existe une ils sont en train d'établir les listes là. Il y avait là ils font les listes en ce moment. Ouais, oui, du coup c'est les listes de François Braun. Ouais, exactement. Ils travaillent normalement avec la NSM. Alors j'espère je pense qu'elles sont pertinentes ces listes. Mais au tout départ, je crois qu'il y avait 49 molécules qui avaient été ciblées. Donc vraiment au sortir du Covid-19, effectivement, l'exemple du paracétamol, c'est celui qu'on ressort tout le temps. En réalité, on relocalise une production qui avait lieu en France en 2008 et qui a été exportée parce que ça coûtait moins cher de produire à l'extérieur. Donc, est-ce que l'industrie chimique et pharmaceutique a besoin d'aide à la relocalisation en ayant réalisé des économies pendant des années du fait de leur propre choix stratégique, quoi? C'est une question que je pose. C'est nécessaire de relocaliser parce qu'elles ont besoin d'être aidées et en tout cas, quelles sont les conditions à poser en cas de subvention publique. Ok. Aujourd'hui, pareil, il y a le plan France 2030, donc sur lequel moi j'en suis le rapporteur, mais et où j'ai l'impression que j'ai pas trop de données sur où est-ce qu'il est envoyé l'argent. Il y a eu Choose France aussi. Il me semble qu'il y avait Pfizer dans Choose France qui avait annoncé un investissement de 200 millions d'euros. Et du coup, moi j'ai le sentiment effectivement de saupoudrage, de quelques relocalisations, mais comme vous le dites sur le paracétamol, en fait c'était une délocalisation à la base, donc c'est-à-dire qu'en plus on paye en plus la relocalisation du paracétamol, en plus de payer ensuite le médicament, etc. Et donc effectivement avoir une production, peut-être assurer une certaine production française, ça pourrait permettre déjà de se mettre d'éviter ces délocalisations, mais aussi peut-être d'avoir une meilleure négociation sur le prix ce que vous disiez un peu tout à l'heure, sur le prix des médicaments quand on va vouloir nous les revendre, du coup, françaises ou... Oui, juste le paracétamol, ça me fait penser au fait que dans le livre, j'établis le palmarès des médicaments aussi qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Sur les 5 années que j'ai étudiées, les 5 dernières années,
le Doliprane figure toujours dans le top 20. Donc expliquer que les vieux médicaments sont pas vendus assez cher, en fait il y a un effet volume tel que finalement c'est quand même rentable pour Sanofi de produire et de vendre son médicament même pas très cher entre guillemets. Et peut-être juste rapidement sur les exemples, il y a aussi les liens entre les politiques et l'industrie du médicament. D'ailleurs, pour moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le livre, c'est que en fait, il y a une espèce d'opacité qui, je pense, a nourri les complotismes pendant tout le Covid, etc. Et là, assez calmement, en tout cas dans le livre, on voit les liens, certains liens explicités, et ce qui permet justement de décomplotisiser ça, mais de voir que c'est des liens d'intérêt, de rapport de force, qui existent, et c'est assez intéressant. Mais il y a ce lien assez fort entre comment on fait aujourd'hui pour, réduire un peu le lien ou encadrer ou rendre transparent le lien entre politique, médecins et industrie du médicament. J'y pense d'autant plus que, en fait, il y a la question des génériques. Et Doliprane est un exemple où, en fait, il n'y a pas de production, il y a une production de paracétamol en générique, mais Sanofi a une espèce d'exclusivité sur le Doliprane qui fait que si un médecin écrit Doliprane sur une ordonnance, on ne peut pas lui donner un générique. C'est exactement ça. J'ai un médecin qui m'a prescrit du Doliprane il y a 2 semaines. Moi, j'avais rien demandé. Il a écrit Doliprane sur l'ordonnance sans que je demande rien parce que c'est un lavage de cerveau. Ils disent plus paracétamol, ils disent Doliprane. Et quand je vais à la pharmacie, c'est vraiment l'exception sur le paracétamol. Comme il y a écrit Doliprane, le pharmacien ne peut pas me donner le générique. C'est une obligation légale. Voilà. Mais ça vient d'où? Comment ça se fait que Sanofi arrive à négocier quelque chose comme ça? C'est du chantage à la délocalisation, en fait. C'est très dur pour les personnes qui créent les lois, quand ils ont sur leur circonscription des laboratoires pharmaceutiques, de lutter. Ça a été obtenu. Et pour avoir interrogé des députés et sénateurs de tous les partis, quand sont mis en balance, en plus de ça, les emplois sur la circonscription, c'est difficile de lutter. Ok. Et sur les liens justement entre politique, médecins, médicaments, comment vous expliquez que ce soit aussi des liens aussi forts? Notamment, je sais que vous pointez beaucoup la question de la formation continue qui est assurée par... C'est-à-dire que pour les médecins, il n'y a pas de formation continue tout au long de leur carrière, si ce n'est... Un petit peu. Alors, financé par l'État, mais pas suffisamment. Comment expliquer que les médecins aient autant de liens avec l'industrie pharmaceutique? L'industrie pharmaceutique s'est immiscée dans ce trou qui a été laissé par l'État. Les médecins, ils ont besoin constamment de se former. Il y a des nouvelles molécules qui arrivent tout le temps. Ça permet de sauver des vies, c'est une évidence. Mais comme l'État ne leur fournit pas la formation continue nécessaire, l'industrie pharmaceutique organise des gros congrès scientifiques, ils invitent les médecins, et là sont présentés des travaux scientifiques, mais sur les secteurs qui intéressent tel et tel labo, parce qu'ils sont en train de produire des médicaments pour traiter les maladies en question. Et donc ça crée des liens d'intérêt entre les médecins et l'industrie pharmaceutique, quasiment tous en ont. Il y a des outils qui ont été créés suite au scandale du Mediator, justement pour essayer de tracer un petit peu ces liens d'intérêt. Comme souvent, les industriels réussissent à détourner en fait le système. Donc il y a des intermédiaires qui sont utilisés comme les cabinets de conseil qui eux ne sont pas soumis aux obligations de transparence. Donc c'est une première piste peut-être, quand les cabinets de conseil ou des intermédiaires organisent des colloques scientifiques, il faudrait qu'eux aussi aient à déclarer combien ça a coûté et combien ils vont dépenser pour tel et tel médecin. Ça veut dire que le cabinet de conseil en fait peut faire société écran entre... Exactement. D'accord. C'est ce qui se fait. Donc du coup, toute la loi sur le secret des affaires, et il suffit d'avoir son lobbyiste qui est embauché par McKinsey ou par Capgemini, et ça suffit, il n'y a pas d'avoir à déclarer. D'accord. Voilà, donc c'est l'intermédiaire ça pourrait être intéressant justement. Voilà. Okay. Et puis sur les liens d'intérêt, il y a aussi les organisations professionnelles représentatives des laboratoires, donc comme le LEM, les entreprises du médicament, qui, même si elles représentent les principaux laboratoires présents sur le territoire français, elle-même n'est pas soumise aux obligations de transparence. Donc, Pourquoi ? Parce que c'est pas une entité entreprise pharmaceutique seule. Elle n'est pas intégrée dans la loi en tout cas. Et donc elle, c'est pas tant les médecins qu'elle influence directement, c'est plus les pouvoirs publics. Quand le LEM organise une grande conférence débat présidentiel juste avant les élections présidentielles, juste à côté de l'Élysée,
le but, c'est d'inviter des décideurs publics, de marquer les esprits sur justement, on a besoin d'aide à la délocalisation, etc. Et c'est à ce titre-là qu'elle invite des économistes qui eux-mêmes ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique via leur société de conseil à eux, comme Nicolas Bouzou, qui était dans les Uber Files, mais qui n'a pas encore rendu de compte s'agissant de l'industrie pharmaceutique et de laboratoires qui ont financé son cabinet de conseil. Il est souvent présenté comme simple économiste et il porte un discours très libéral qui sert les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Il a aussi signé une tribune avec la personne qui est devenue le conseiller santé d'Elisabeth Borne, donc la première ministre, Cédric Arcos, qui a lui-même choisi les personnes en tout cas, c'est lui qui est chargé de s'occuper au nom de la première ministre de cette task force qui a été créée pour repenser l'économie du médicament et lutter contre les pénuries de médicaments. Et donc la composition interroge, puisque sur les 6 personnes qui font partie de cette task force, il y a l'ancien président de Novartis France et puis du LEM, donc le lobby des entreprises du médicament, une représentante d'Assosystème qui produit des dispositifs médicaux, une représentante d'IQVIA, un cabinet de conseil qui produit des études pour le compte de l'industrie pharmaceutique, une représentante d'un autre cabinet de conseil, une représentante des associations de patients, la seule, et puis une représentante du secteur public, donc 4 privés et 2 plutôt représentantes de l'intérêt public. J'ai interrogé d'ailleurs Elisabeth Borne à ce sujet, elle m'a pas répondu. Des premières pistes devaient être données d'ici à fin avril, pour l'instant on n'a pas eu et on attend ça pour cet été, mais malheureusement, compte tenu de la composition, on a peu d'espoir sur les pistes qui pourraient être... Et vous avez des liens avec les 2 personnes qui seraient plutôt issues de la société civile, qui sont dans cette task force, enfin, qu'est-ce qui en sort? Avec la représentante des associations de patients, elle dit juste « je veux pas être la caution patient ». On espère, effectivement, sur le papier, ce sont pas les personnes les plus disruptives du monde qui ont été choisies. On espère équilibrer avec les auditions. Je l'ai pas eu depuis, je sais pas comment se passent les auditions et si les pistes de réflexion envisagées sont totalement drivées par l'industrie pharmaceutique. J'ai pas eu de retour pour l'instant. Ok. Et il y a un autre point qui est mis en avant un peu aussi dans le livre, je sais pas si c'est trop... ça peut être en lien, mais c'est le chantage un peu que fait l'industrie avec les patients. Enfin, c'est horrible de présenter les choses comme ça, mais du coup, comment l'industrie... c'est pas se dire se sert des assauts de patients, mais il y a quelque chose autour de ça, de comment ils mettent en avant les assauts de patients, comment il y a une espèce de chantage à la maladie qui est fait, et peut-être ça, comment ça s'organise tout ça. Enfin, je l'explique extrêmement mal parce que je trouve que c'est un sujet à prendre avec des pincettes pour pas avoir l'impression de dire que la santé des patients compterait pas, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, dans l'industrie pharmaceutique, de se servir de maladies à mettre en avant pour forcer les États à mettre l'argent sur la table, quoi. Ouais, l'exemple le plus probant, je trouve, pour l'illustrer, c'est l'exemple du Kaftrio, donc pour traiter la mucoviscidose, qui est produit par le laboratoire Vertex. C'est un médicament qui est clairement révolutionnaire, vraiment. Ça change la vie des patients. Sans celui-là, ils doivent prendre une quinzaine de médicaments par jour, faire de la rééducation tous les jours pour pas que leurs poumons soient encombrés. Et grâce à ce médicament, tout ça fait le travail tout seul. Donc vraiment, ça leur change la vie. On n'a pas encore assez de recul parce que le médicament est nouveau, mais ça leur laisse espoir que leur espérance de vie aille bien au-delà de 40 ans, ce à quoi ils ne pouvaient pas rêver avant. Donc clairement, c'est révolutionnaire. Mais il est aussi vendu extrêmement cher, donc c'est à peu près 200 000 € par an et par patient. Et donc moi, j'interroge des patients qui me disent je me sens un peu schizophrène parce que d'un côté, évidemment, j'ai envie de remercier ce laboratoire qui me change la vie, et de l'autre, quand tous les mois je reçois le décompte de la Sécu, je me dis heureusement que c'est pas de ma poche. Et en l'occurrence, effectivement, en France, on se rend pas toujours compte du coût des médicaments qui semblent indolores, puisque la plupart du temps, c'est pas nous qui payons directement, évidemment, comme c'est de l'argent public, indirectement via les impôts, c'est quand même nous. Et donc en fait, ce laboratoire-là en particulier est particulièrement dur en affaires. Précédemment, il avait produit un autre médicament qui changeait aussi la donne,
et il avait menacé de suspendre les essais cliniques qu'il pratiquait en France, donc qui donnaient au moins accès à quelques patients à ce traitement-là, si l'État ne mettait pas le prix. Et là, pour le coup, les associations de patients, Vaincre la mucoviscidose, etc., c'était vraiment alarmés de ce chantage à la mort, comme ils l'appelaient, parce qu'ils estimaient que on ne pouvait pas jouer sur la vie des patients comme ça pour exiger des prix forts. C'est vrai que c'est une technique qui est utilisée quand les laboratoires savent qu'ils vendent un produit révolutionnaire. Si l'État met trop de temps à négocier, ils peuvent menacer de ne pas approvisionner le marché. En réalité, le marché français est bien plus fort que ce qu'on croit, par le fait que l'État finance quasiment tout, quasiment le marché est infini en fait. C'est aussi ce que me disent les représentants du CEPS, le comité qui négocie les prix des médicaments. C'est qu'eux, ils essayent d'obtenir des prix en faisant valoir l'effet volume, en disant notre marché est infini, contrairement aux États-Unis, tout le monde est soigné. Donc vous allez réussir à vous faire quand même des profits, puisque vous allez en vendre tellement des traitements, même si on vous l'achète un petit peu moins cher. Donc pour moi, il ne faut pas avoir trop peur de ce chantage-là, dans le sens où l'industrie pharmaceutique ne peut pas se passer du marché français. En fait, c'est la France qui se dévalorise elle-même. Et en fait, tout est fait pour que les États se disent tel pays à côté a accès au traitement. Qu'est-ce qu'on va dire si moi je donne pas un accès plus rapide aux patients? En fait, tout est fait pour que l'État se retrouve effectivement, comme dit Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, entre le marteau et l'enclume, à devoir accepter des prix importants et pas forcément justifiés, parce que sinon les patients sont pas soignés. Il y a un exemple caricatural, bon, c'est plus pour l'anecdote, mais il y a un exemple caricatural, c'est un médicament il y a une loterie qui a été organisée. C'est encore pour le Zolgensma, le médicament le plus cher de France. Donc Novartis, à un moment donné, pour susciter l'envie au pays qui avait osé lui dire non, c'est trop cher, 2 millions d'euros par dose et par patient. Nous, en France, on y avait déjà accès grâce à la procédure d'accès précoce, qui est une espèce de système express qui donne droit aux médicaments pour les patients avant que les négociations de prix finissent. Ça permet effectivement d'avoir plutôt ce médicament, donc de sauver des vies. Mais plus cher. Mais pendant ce laps de temps-là, c'est l'industrie pharmaceutique qui fixe elle-même ses prix. Sur le papier, l'État peut demander à être remboursé après si le prix final est bien trop est inférieur par rapport à ce qui avait été demandé, mais en réalité ça crée une accoutumance au prix et ça fait que le laboratoire peut aussi aller voir les autres pays en disant regardez, la France me l'achète 2 millions d'euros, il n'y a pas de raison pour qu'on vous le fasse moins cher. Et donc en Belgique notamment, le gouvernement avait dit non, 2 millions d'euros je peux pas, c'est trop. Le laboratoire Novartis, pour susciter l'envie dans ces pays qui avaient osé dire non, a créé donc une loterie. On tirait au sort les bébés qui avaient le droit à ce traitement. Il faut savoir que sans ce traitement, les bébés ont une espérance de vie de 2 ans. Donc c'était soit vous êtes tiré au sort, soit vos enfants meurent. Et il y a eu vraiment une levée de bouclier. Tout le monde s'est alarmé de cette loterie qui avait été organisée. C'était fin 2019, il me semble, et le Covid-19 est arrivé peu de temps après, donc c'est passé assez inaperçu. Mais en tout cas, Novartis a retiré cette proposition qui était extrêmement cynique. Mais c'est juste pour montrer jusqu'à quel point les limites ont été poussées pour ce traitement record. Peut-être pour conclure, j'ai une question moi sur est-ce qu'il y a des choses à faire sur la question de l'accès précoce dont vous avez parlé, le fait qu'aujourd'hui on met des médicaments sur le marché, qu'on paye le prix fort. Est-ce que du coup on peut légiférer, on peut toujours légiférer, mais comment on pourrait faire pour améliorer justement cette méthode qui est l'accès précoce en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous? Et ensuite, quelles sont les autres solutions, conclusions sur la transparence, la production qu'on pourrait essayer de mettre en avant, mettre en place, que l'État devrait mettre en avant, mettre en place? Sur l'accès précoce, ce qui me semble important, c'est que effectivement, on ne s'interdise pas de s'écarter totalement du prix qui a été fixé initialement par le laboratoire au moment où les prix sont fixés. Alors forcément, l'État il se retrouve vraiment en position défavorable dans le rapport de force, puisque
habituellement, le laboratoire, il a quand même intérêt à ce que son prix soit fixé assez vite pour pouvoir bénéficier le plus tôt possible des 20 ans de monopole sur son médicament. Si là, il a déjà eu accès au marché, l'État se retrouve dans une position d'infériorité, ce qui ne peut plus faire peser cet argument-là. Et pour moi, il faut pas se soumettre à un prix unilatéralement fixé. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner, c'est pas comme ça que ça a fonctionné en France. Et puis, également demander des comptes sur l'efficacité réelle des traitements. En général, ce sont effectivement des traitements révolutionnaires. C'est facile de prouver qu'ils sont efficaces, donc au moins s'en assurer. Mais comme il y a de plus en plus de traitements qui passent sous accès précoce, il faut au moins s'assurer qu'ils apportent un réel apport thérapeutique et exiger des données au laboratoire à ce niveau-là. Voilà. Ok. Et sur les autres solutions qu'on pourrait mettre en avant, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez évoquer ou d'autres choses qu'on n'aurait pas nécessairement traitées? Quelles sont d'autres solutions que vous pouvez un peu nous préconiser? Je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, la question du multisourcing au niveau de l'approvisionnement, c'est souvent éludé et c'est important. Donc, peut-être, je ne sais pas comment ça se peut passer au niveau de la loi. C'est difficile d'imposer des choses aux entreprises privées, mais au moins d'avoir la transparence, si ce n'est l'exigence qu'il y ait un multisourcing. La conditionnalité des aides, quand même, c'est quelque chose qu'on essaie de remettre en avant. Là, on nous dira qu'on n'est pas dans une économie administrée, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de remettre vachement en avant, mais qui paraît dingue pour faire un parallèle peut-être un tant soit peu démago, mais aujourd'hui, on va demander aux gens qui touchent le RSA de travailler 15 à 20 heures et de les justifier. Par contre, on peut donner du coup 800 000 euros à l'industrie pharma sans rien lui demander derrière, mais effectivement, on essaie. En tout cas, moi, j'aimerais bien savoir quelles ont été les conditions, puisque visiblement, il n'y avait pas de conditions de combien de temps l'entreprise doit rester en France en échange de cette aide à la relocalisation. Mais j'aimerais vraiment bien savoir. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour cet entretien, merci pour cette audition.